Dans cette intervention, j'aimerais analyser la représentation de la mémoire traumatisante liée à la guerre d'Algérie dans 2 nouvelles et un roman, à savoir Nora de Myriam Ben, Femme d'Alger dans leur appartement d'Assia Djebar et La danse du roi de Mohammed. Les études qui cherchent à établir un lien entre littérature et traumatisme, les Literary and Cultural Trauma Studies, qui ont vu le jour aux États-Unis et ont eu un grand retentissement aux Pays-Bas, en Belgique et dans un moindre degré en Allemagne, ont apparu dans les années 90. Des chercheurs pionniers comme Shoshana Fellman et Dori Laub, Katie Carruth, Jeffrey Hartman et Dominique Lacapra ont étudié le traumatisme pour analyser des artefacts littéraires et culturels. Tout d'abord, le traumatisme a été considéré dans sa dimension physique et après, à la fin des années 90, dans sa dimension psychologique. Ces auteurs se sont particulièrement intéressés aux traces du traumatisme dans les témoignages ou les textes littéraires sur la Shoah. Les Literary and Cultural Trauma Studies trouvent donc leur origine dans le contexte des recherches sur la Shoah et ses conséquences traumatisantes pour les survivants et les enfants des survivants. Plus récemment, des chercheurs comme mon collègue Steph Krapps de l'Université de Gand soulignent que les Trauma Studies devraient s'intéresser à des artefacts littéraires et culturels qui se situent en dehors des États-Unis et de l'Europe, et qu'une connexion entre Trauma Studies et les études postcoloniales serait la bienvenue. Dans ce qui suit, je me concentre sur la mémoire traumatisante dans le contexte de la guerre d'Algérie, évoquée par des auteurs franco-algériens qui ont été témoins de la violence et, dans le cas de Ben, qui fut elle-même combattante, acteur. Les textes étudiés ont été publiés entre 68, Deep, 80, Djebar et 82, Ben. La mémoire de la guerre était alors encore fraîche. Quoique publiée en 82, la nouvelle de Ben a fait l'objet d'une lecture publique à Alger en 76 par la troupe dirigée par Kateb Yassine à l'occasion de la journée de solidarité avec la Palestine. Les nouvelles de Djebar ont également été rédigées au cours des années 70, mais le recueil a paru après un silence de 10 ans de l'écrivain. Dès 62, Djebar publie Les enfants du Nouveau Monde, où elle met en scène une séance de torture et touche déjà aux limites du disciple. Deep aussi a été un précurseur. Dès 62, donc Qui se souvient de la mer, il peint les horreurs de la guerre d'Algérie dans un texte onirique et intuitif. Selon l'historien américain Dominique Lacapra, le traumatisme lié à un événement historique pose des problèmes à la représentation et à la compréhension historique. Il estime que les historiens doivent incorporer la mémoire traumatique dans leurs études. Un des livres les plus connus de l'historien s'appelle Writing History, Writing Trauma. On ne pourra donc pas écrire l'histoire sans évoquer les traumatismes des victimes. Dans un ouvrage antérieur, Lacapra pose des questions susceptibles d'aider le chercheur en littérature que je suis quand il s'arrête sur cette mémoire spécifique qu'est la mémoire traumatisante. Je lis en anglais et grâce à Philippe Noble, j'ai aussi obtenu une traduction en français. What, in general, is the significance of trauma in history? Do some events present moral and representational issues even for groups not directly involved in them? Do those more directly involved have special responsibilities to the past and the way it is remembered in the present? Can or should
historiography define itself in a purely scholarly and professional way that distances it from public memory and its ethical implications? Should it, on the contrary, ground itself in memory as its matrix or muse? Or is there a more complex and nuanced interaction between history and memory? Does art itself have a special responsibility with respect to traumatic events that remain invested with value and emotion? La Capra souligne qu'il y a une interaction complexe entre mémoire et histoire et que l'art a une responsabilité par rapport aux événements traumatiques. La littérature pourrait être un lieu d'expression de la mémoire traumatisante. J'aimerais montrer que dans le cas spécifique de la littérature algérienne francophone de la guerre d'Algérie, il est possible de retracer la mémoire traumatisante, non seulement chez Ben et Djebar, mais aussi chez Deep dans La Danse du Roi. Dans ce qui suit, je m'arrêterai sur la représentation en fiction de personnages traumatisés. Représenter des personnages traumatisés peut être un moyen d'aborder les problèmes liés à la représentation de l'indicible. J'ai élaboré cette question dans mon livre sur la mémoire littéraire de la guerre d'Algérie. Myriam Ben Noura, dans sa nouvelle Noura publiée à Alger en 82, mais rédigée en mars 1974, Myriam Ben raconte l'histoire d'un homme qui cherche une ancienne militante, Noura, qu'il a connue pendant la guerre. Il me semble que Ben, dans Noura, essaie d'entamer une discussion sur le rapport entre langage et réalité en Algérie après la guerre et sur les séquelles des violences subies par les combattants, l'expérience déshumanisante de la torture. Ben essaie de décrire le monde intérieur d'une victime à travers les yeux d'un autre combattant. Noura, on pourrait la lire comme la personnification de l'Algérie, est torturée et subit ce qu'on appelait le supplice de l'hélicoptère, c'est-à-dire qu'elle est pendue au plafond d'une chambre de torture. Myriam Ben nous présente les séquelles de la violence qu'elle a subie. Noura sombre dans la folie et ne trouve pas les mots pour raconter ce qui lui est arrivé. Le moment et le lieu où la folie l'envahit sont significatifs. C'est pendant la première fête de l'indépendance de l'Algérie, devant un ancien centre de torture. Accompagnée par le narrateur, elle s'arrête devant les grilles de la Villa Cézini, comme vous savez peut-être l'un des principaux centres de torture d'Alger pendant la guerre, et c'est devant les grilles de ce centre, donc confrontée au lieu du crime et à ses souvenirs, que Noura sombre dans la folie. Elle revit l'intolérable tandis que ses compatriotes font la fête dans une Algérie libérée du colonisateur. La chercheuse franco-néerlandaise Solange Lebovici a écrit, et merci à Philippe Noble pour la traduction française, « Trauma is not a simply memory. While the images of traumatic reenactment remain absolutely accurate and precise, they are largely inaccessible to conscious recall and control. Like Freud and before him Pierre Janet emphasized, traumatic recall remains insistent and unchanged, unlike other memories, because it has never been fully integrated into understanding. » Il me semble, c'est ce qui se passe avec Noura. Ses souvenirs sont incontrôlables et n'ont jamais été intégrés dans sa mémoire. Elle est tout le temps envahie par les mêmes souvenirs intolérables. Les souvenirs traumatiques restent inchangés. Le soir, le narrateur essaie de convaincre Noura que ce bonheur que le peuple algérien est en train de fêter doit être le leur aussi. Je cite, « C'est l'indépendance et nous vivons pour voir cela. Nous vivons, Noura, il faut vivre. » Fin de citation. Mais Noura répond qu'elle ne pourra jamais oublier les cris des autres combattants sous la torture.
Elle n'évoque pas la torture qu'elle a subie elle-même. Sa douleur est donc incommunicable. Après cette rencontre, Nora disparaît dans une clinique où elle ne fait que dormir. Le narrateur dit qu'après la guerre, les gens n'ont plus de langage commun. Ceux qui ont subi la torture vivent dans un autre monde, un monde de silence et de déraison. Contrairement à Bachir, dans l'opium et le bâton de Mouloud Mameri, qui a tiré un enseignement de la guerre, à savoir qu'il ne se laissera plus jamais leurrer, le narrateur de Nora ne voit pas très bien comment vivre dans le nouveau pays libéré, puisque les gens n'y parlent plus la même langue. Ben évoque les séquelles de la torture. Celui qui a subi la torture reste torturé pour le reste de sa vie. Le narrateur pense qu'après avoir subi l'horreur, on perd une langue commune avec les autres. Il y a toujours, au fond d'une victime de l'abominable, quelque chose qu'elle ne révèle jamais, sans toujours bien savoir d'ailleurs elle-même clairement pourquoi. Comme si, à un certain degré du fond touché, on pressentait qu'on avait perdu là une certaine langue commune avec les autres. Pendant la guerre, la vie avait un sens. Il fallait combattre tous ensemble pour la liberté de tous. La guerre est une aventure collective. L'après-guerre signifie un nouveau monde. Maintenant, un combat inconnu commence, un combat intérieur. Dans le monde intérieur du narrateur, il y a désormais trop de doutes pour qu'il puisse croire à un avenir commun. La nouvelle de Myriam Ben anticipe sur une réinsertion difficile, une inadaptation totale à un monde qu'on a rêvé autrement. Fin de citation. Comme l'a dit d'ailleurs Myriam Ben dans un entretien avec Christiane Chollet-Achour, en se référant à sa propre vie tout de suite après la libération. Dans cet entretien, Myriam Ben commente, et je la cite, « Nora, c'est l'Algérie malade. Elle ne peut pas parler, c'est aussi le silence. Pour rendre compte de la distance avec l'indicible, il fallait que je dise « elle ». Il ne comprend plus, elle lui échappe. Ce n'est pas elle qui peut raconter cela. Non seulement elle est totalement impliquée, mais en plus elle ne peut plus raisonner, penser. Elle est l'objet qui nous concerne, le nœud de ce qui nous concerne. Mais elle-même se comporte comme si elle n'était plus concernée. Et dès le début, la nouvelle pose le problème de l'impossibilité de retour à un discours normal. Quelque chose a changé après une disparition. Il faudra s'adapter à une autre vie. Ce narrateur, c'est moi, et ce sont tous ceux qui ont combattu, sont revenus de la guerre et qui doivent retrouver leur place. La nouvelle Nora évoque non seulement le lourd tribut que l'individu a payé pour gagner la liberté du pays, mais aussi le tribut de toute une nation, donc elle s'arrête sur la mémoire individuelle à travers laquelle on peut imaginer le destin collectif. Il est difficile d'ignorer que le corps de l'Algérie a été gravement blessé et que sa convalescence va encore prendre beaucoup de temps. À cet égard, le corps martyrisé de Nora, figure féminine sacrificielle, fonctionne comme un symbole particulièrement fort. Le fantôme de la folie, par refoulement, va encore longtemps perturber les fêtes nationales, comme s'il revendiquait son dû. Beaucoup ont donné leur vie pour que d'autres puissent vivre. Assia Djebar, femme d'Alger dans leur appartement. Dans la première nouvelle de Femmes d'Alger dans leur appartement, il s'agit de deux femmes, Leila et Sarah, qui ont milité pendant la guerre et qui ont été emprisonnées, violées et torturées. Leila a perdu la raison et est internée dans une clinique psychiatrique, tandis que Sarah vit dans un silence perpétuel et n'arrive pas à communiquer. Il n'y a pas de place pour elle dans l'Algérie nouvelle et indépendante, ni d'ailleurs pour d'autres femmes qui vivent de nouveau cloîtrées. Écrite 16 ans après l'indépendance, la nouvelle critique la société algérienne des années 70, dans laquelle, nous dit l'auteur, les femmes n'ont aucune place et où leurs expériences ne sont pas prises en compte.
Comme Myriam Ben, Djebar montre un personnage féminin interné dans un asile psychiatrique. La guerre a causé des traumatismes profonds. Il faut relever ici que ce sont les femmes anciennes combattantes qui deviennent folles pendant ou après la guerre. Noura Deben, Leila chez Djebar, et on va voir qu'Arfia de la danse du roi sera internée elle aussi dans une clinique. Les femmes supportent-elles moins bien que les hommes la violence inouïe de la guerre? Ou la société marginalise-t-elle celles qui sont devenues trop libres pendant la guerre? Les femmes pour qui il n'y a littéralement pas de place. Celles qui portaient des bombes vivent aujourd'hui derrière les barreaux de la mémoire. Leila dit que sa famille et ses amis ont honte d'elle parce que pendant la guerre, elle s'est trop exposée. Les deux femmes portent des cicatrices de leur torture, mais leurs blessures n'ont jamais guéri. Personne ne veut entendre leur histoire. Sarah ne voit qu'un seul remède pour guérir le traumatisme, se rencontrer et raconter la mémoire noire. L'une d'entre elles décrit ce qu'elle a vécu, tandis que l'autre, en écoutant, se rappelle elle aussi et finit par se voir elle-même. Se parler et écouter peut enclencher un processus identitaire. La parole identitaire, c'est, par la grâce de l'autre, apprendre à s'aimer soi-même. À la lettre, apprendre à être en peine de soi, écrit Mireille Caille-Gruber. À la fin de la nouvelle, Sarah souligne cette nécessité de se parler et s'écouter dans une conversation avec la Française Anne qui veut quitter l'Algérie, mais finalement décide de rester par amitié pour Sarah. Il faut une nouvelle génération de femmes regards et de femmes voix. Je ne vois pour les femmes arabes qu'un seul moyen de tout débloquer. Parler sans cesse d'hier et d'aujourd'hui, parler entre nous dans tous les gynécées, les traditionnels et ceux des HLM. Parler entre nous et regarder. Regarder dehors, regarder hors des murs et des prisons. La femme regarde et la femme voit. Comme Nora, Leila sombre dans la folie. La folie est le signe visible du traumatisme. Leila est traumatisée par la torture et les viols qu'elle a subis pendant la guerre. Non seulement elle vit derrière les barreaux de sa mémoire, mais elle est enfermée aussi dans la prison d'un asile psychiatrique. Dans Femmes d'Alger, dans leur appartement, Leila éprouve un grand besoin de raconter chaque fois à nouveau ce qui s'est passé. Sa mémoire reste étouffée parce que dans le domaine public, personne ne veut l'écouter. Elle souffre non seulement parce qu'elle ne peut pas oublier, sa blessure psychique ne guérit pas, mais aussi parce que personne ne reconnaît ses contributions à la libération de son pays. Comme son amie Sarah, elle pense que la meilleure solution est de se parler entre amis. C'est ce que Dominique Lacapra, mais aussi Feldman et Laub, dont j'ai parlé dans l'introduction, appellent « acting out and working through », extérioriser et tenter d'assimiler. Faute de community of witnessing, le témoignage dans le domaine public, un interlocuteur qui vous écoute aide à faire face à la mémoire noire. En soi, parler avec quelqu'un est déjà un acte social. Les deux femmes dans la nouvelle de Djebar forment une communauté sociale. Dans le cas de Leila et de Sarah, la mémoire de l'une aide à l'autre à évoquer la sienne. S'adresser à quelqu'un signifie aussi que la victime peut s'écouter soi-même. Sarah et Leila peuvent retrouver l'auditeur à l'intérieur d'elles-mêmes. Ensemble, elles trouvent des mots pour raconter ce qui s'est passé. Mohamed Dib, la danse du roi. Un homme, Rodwan, ancien maquisard, et une femme, Arfia, ancienne maquisarde, se rencontrent la nuit en faisant de longues promenades pendant lesquelles la femme raconte et l'homme écoute. Le monologue d'Arfia est présenté comme un dialogue, un pseudo-dialogue, ou une conversation avec plusieurs personnages, dans laquelle Arfia incarne toutes les voix. Arfia juge utile d'échanger des propos avec un voisin.
C'est comme si elle pouvait ainsi se rapprocher de la vérité, dit-elle. Comme dans la nouvelle Femme d'Alger dans leur appartement, le manque est recréé dans la parole. Comme Djebar, Dib insère la mémoire traumatisante dans son roman. L'interlocuteur, celui qui écoute, est interpellé, comme le lecteur. Arfia a commandé un groupe d'hommes dans la montagne, à la recherche d'une cache. Elle n'arrive plus à oublier la souffrance, la douleur endurée pendant cette marche, ni la mort de tous les hommes qui étaient avec elle. Elle se sent coupable et responsable. Elle pense qu'elle n'a pas assez protégé ces hommes et la nuit, avec Rotwan, elle revit les marches, la faim, la peur de l'ennemi, de la montagne, le désespoir. Arfia parle souvent de Slim, un maquisard qui voit des corbeaux imaginaires et qui devient fou de faim et d'épuisement. Pour Arfia, tout se passe encore dans le présent du vécu instantané de la narration, ce qui est un signe de mémoire traumatisante. Le temps de la narration est le présent. Arfia, tout comme Rotwan, est une femme sans famille et sans maison. Le narrateur ne nous fournit aucun détail sur leur mode de vie. Le monde dans lequel il déambule fait penser à celui évoqué par Beckett et Ionesco dans le théâtre de l'absurde. D'ailleurs, Dib a intercalé une pièce de théâtre absurde dans le roman. Je serais tentée de dire que les deux personnages sont de la mémoire pure. Arfia a cru à la liberté et a voulu faire des sacrifices pour l'indépendance de son pays. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle Algérie, elle se rend compte que la révolution n'a apporté que le vide. Vivre l'indépendance est plus difficile que faire la révolution. Mais c'était un temps où les hommes tombaient comme mûrs au mois d'août. On aurait dit que la terre voulait reprendre son bien. Et ça me paraissait juste, parce que la liberté, c'était alors notre fête. Et voici que se lèvent les temps vides, et qu'en dedans, on s'écoute parler tout seul. C'est autrement qu'il faut essayer de vivre aujourd'hui. Comme pour Leila, des femmes d'Alger, dans leur appartement, parler signifie aussi trouver l'auditeur à l'intérieur de soi-même. Arfia se sent une ressuscitée. Quand elle est revenue du combat et retournée dans son village, personne ne l'a reconnue. Cette femme forte et pleine de révolte, qui veut secouer l'apathie générale, sera trahie et faussement accusée d'avoir tué Slim. Arfia sera acquittée pour folie et internée dans une maison de fous. Ainsi est-elle renvoyée définitivement à sa marginalité. Ce n'est pas seulement la femme qui n'arrive pas à oublier. L'homme, lui aussi, souffre d'un traumatisme. Rotwan, ancien terroriste urbain, a vu tant de violence pendant la guerre qu'il se réfugie en dehors de la ville, dans la montagne, pour oublier, pour se pétrifier. Dans l'univers de Dib, les personnages ont souvent un désir de pétrification pour échapper à l'intolérable. Dans Qui se souvient de la mer, Mohamed Dib décrit des personnages avec des visages de pierre et le narrateur a un gosier qui forme des pierres. Le narrateur se pétrifie peu à peu pour se protéger contre l'insupportable violence de la guérilla urbaine. Dans la nouvelle Naïma disparue de Mohamed Dib, le narrateur se compare à une pierre lancée dans un abîme. Dans La danse du roi, Dib reprend le motif de la pétrification et du désir de la chute. Pendant la marche d'Arfia et de ses hommes, Slim dit, je cite, « On est tous lancés comme cette pierre, et tant que t'es pas arrivé au but. » Au début du roman, Rotwan regarde le paysage et veut s'enfoncer dans l'abîme devant lui. Sombre, se disait-il, sombre et sans fond, ébranlé de remous, un puits là-dessous. Et la solution de beaucoup la plus préférable serait de plonger dedans, de s'y abîmer. Ce désir de chute pourrait être lu sur plusieurs niveaux de signification. D'abord, un désir réel de se suicider, puis de descendre en soi-même, la quête de soi,
Sans cesse, il retombe et lui, sans fin, il descend en lui-même. Et finalement, du déclassement social, de la déchéance, représentée dans la pièce de théâtre absurde, jouée à l'orée de la ville, pièce dans laquelle Rotoine joue le rôle principal du roi déchu et à laquelle participe Arfia. Comme Arfia, qui raconte sans se soucier qu'on écoute, Rotoine lui aussi dialogue, sous forme de pseudo-dialogue, avec l'autre en lui. Une voix qu'il appelle cette intempestive voix recluse. C'est le titre d'un livre que Najat Kada a écrit sur Mohamed Dib. Une voix familière et ensevelie. Il s'écoute comme Arfia s'écoute en parlant à Rotoine. Rotoine s'attend soi-même. Contrairement à la mémoire d'Arfia, qui raconte toujours la même marche dans la montagne, celle de Rotoine se compose de plusieurs couches. Comme on a vu, la marche nocturne active la mémoire d'Arfia. Rotoine, par contre, ne marche pas pour se souvenir. Les souvenirs le visitent lorsqu'il est étendu, et on dirait alors qu'il rêve. Le roman de Dib permet donc de distinguer une différence que j'appelle genrée, sur le modèle anglais de gendered, entre la femme et l'homme par rapport à la mémoire traumatisante. Najat Kada a écrit qu'Arfia est un personnage sans cesse en marche, avec un esprit en constant éveil, tandis que Rotoine est un homme prostré, représenté le plus souvent accroupi, assis ou allongé, en contact permanent avec le sol. Fin de citation. En racontant, Arfia arrive à comprendre ce qui s'est passé. Parler est une délivrance. Je te raconte toutes ces choses comme elles sont arrivées. À force de les raconter, maintenant je sais comment elles se sont passées. Même à force de les raconter que je n'ai plus besoin de me les rappeler. Rotoine erre aussi dans le passé, mais ne peut pas s'en défaire, ni arriver à comprendre ce qui s'est passé. Dib a créé plusieurs couches pour représenter la mémoire de Rotoine, où se mêlent souvenirs, rêves et fantasmes. La troisième couche révèle, à la fin du roman, une mémoire de guerre fragmentée qui n'a jamais quitté Rotoine, une image fixe d'un visage, plus précisément des yeux d'une jeune fille française qu'il a essayé de sauver pendant une attaque à la grenade lancée par lui-même. Ici encore, on pourrait dire que c'est une mémoire traumatisante à cause du fait que l'image reste fixée. En semant la mort, Rotoine est pris d'un désir de sauver la vie d'un de ses adversaires. Blessé lui-même, il marche dans la ville assiégée avec une femme à moitié morte qu'il soutient. Arrivé près de la mer, quand ils sont encerclés par la police, Rotoine constate que la jeune femme est morte. Le souvenir est une histoire qui se termine sur une ellipse. Mohamed Dib ne nous raconte pas ce qui est arrivé à Rotoine après son arrestation. Ce qui nous révèle surtout, c'est sa chute symbolique, sa dégénération qui trouve son comble quand il incarne le rôle vacant du roi déchu dans une farce jouée à l'orée de la ville. Son désir de chute a donc été exaucé. Et je termine comme chez Djebar et Ben, les anciens combattants de Dib sont marginalisés dans la Nouvelle-Algérie. Personne ne les écoute. Ils errent comme des clochards dans la nuit hantée par leurs souvenirs lugubres. Merci de votre attention.